Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission consacrée au dossier sahraoui, à la question sahraoui. Dans un fait sans précédent dans le dossier sahraoui, l'Espagne change de position de 360 degrés aux grandes dames du droit international et de la responsabilité qui lui incombe. Une responsabilité historique suite au fameux accord de 1975. En tant qu'ancienne puissance coloniale, l'Espagne a pour obligation de réparer son erreur. Par cette position plus surprenante, Madrid se dérobe honteusement à sa mission. Une réaction d'ailleurs critiquée par les instances internationales. Cette réaction des plus inattendues cacherait-elle des pressions exercées par le Marzen, en l'occurrence par le dossier ou pour le dossier de la migration illégale, ou l'Espagne serait-elle en train d'actionner un autre levier énergétique, cette fois sur l'Algérie? L'Algérie qui a vite réagi, rappelons son ambassadeur en Espagne pour consultation avec effet immédiat. Les réactions s'enchaînent, celles du Front Polisario et de la République arabe sahraoui ont été immédiates. Cette position contredit la légitimité internationale, dénonce le Front Polisario. Hélas, cette volte-face survient au moment où le Congrès américain rejette noir sur blanc la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, élève l'équivoque, l'ambiguïté, le flou entretenu volontairement par Rabat sur la question sahraoui. Bref, le dossier sahraoui revient en force au devant de la scène politique. On tentera avec nos invités de comprendre la réaction de l'Espagne et d'assainir les zones d'ombre tout en analysant la position américaine qui reprend la voie de la raison et la légalité internationale. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau ce soir Monsieur Saïd Ayachi, président de l'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Ayachi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Sera également présent avec nous par téléphone Monsieur Mostafa Haddem, analyste politique algérien. Monsieur Mostafa Haddem, bonsoir. Nous le retrouverons dans un instant. Nous aurons aussi par Skype Monsieur Esteban Silva, président de l'association chilienne de solidarité avec le Sahara occidental. Monsieur Silva, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, sans plus tarder, et pour aller au droit au fait, l'Espagne, cette ancienne puissance coloniale du Sahara occidental et qui porte une responsabilité dans le règlement de la question sahraoui, a préféré depuis hier, le 19 mars 2022 plus exactement, se dérober à sa responsabilité. Les autorités espagnoles se disent favorables, je cite, au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 et qui est considéré comme la base la plus sérieuse pour la résolution du différend. Fin de citation. Monsieur Ayachi, à quoi rime cette déclaration qui porte en elle, je dirais, des allures de provocation? Il faudra d'abord la qualifier. La décision du gouvernement espagnol, à mon sens, est une décision grave, dangereuse et qui frise les responsabilités. Il y a quelques semaines à peine, des membres du gouvernement espagnol, publiquement déclaré leur attachement à l'autodétermination pour le peuple sahraoui, ce qui était conforme au droit international. La décision que prend le gouvernement espagnol aujourd'hui dynamite le droit international. Elle est contraire à la légalité internationale et qui plus est, elle aggrave la responsabilité historique de l'Espagne, du gouvernement espagnol et de l'État espagnol dans le drame que vit le peuple sahraoui. Vous avez parlé dans votre introduction des funestes accords de Madrid de 1975. Oui. C'est le premier coup de poignard dans le dos du peuple sahraoui. Absolument. La décision que prend le gouvernement espagnol aujourd'hui est le deuxième coup de poignard dans le dos du peuple sahraoui, en ce sens qu'il se dérobe totalement du droit international qui accorde au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Alors, pourquoi cette décision du gouvernement espagnol? Oui. Probablement parce que d'abord, et nous l'avons vécu plus ou moins par le passé, le gouvernement espagnol a cédé au chantage ignoble du régime marocain qui, par le biais de l'immigration clandestine, vous l'avez souligné vous-même, mais qui plus est aussi en menaçant de terrorisme, soi-disant qu'il ne peut pas endiguer la déferlante terroriste, ou alors avec les réseaux de drogue dont il inonde le marché espagnol et toute l'Europe. Et donc ce sont les trois leviers de chantage du régime marocain vis-à-vis du gouvernement espagnol.
Aussi, il faut aussi souligner les intérêts économiques d'un lobby espagnol puissant. Vous savez, l'Espagne a 600 unités de pêche dans les eaux territoriales du Sahara occidental. Et il y a 200 entreprises, de grosses entreprises espagnoles installées au Maroc. Et donc ce lobby-là est puissant et peut faire pression sur le gouvernement espagnol. Et enfin, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, il y a une partie de la classe politique espagnole qui est corrompue par le régime marocain et qui a ses ordres. Oui, on verra par la suite, justement, par rapport à cette classe politique espagnole aujourd'hui, y compris donc le parti Podemos. Monsieur Esteban Silva, est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'Espagne est en mesure de se désengager de sa responsabilité historique vis-à-vis du Sahara occidental? Non, même si on vient de constater une trahison d'envergure contre le peuple sahraoui de la part du gouvernement de Pedro Sánchez Castejón. C'est pas nouvelle cette position, mais elle est nouvelle dans le sens que pour la première fois depuis des années, des différents gouvernements d'Espagne, les gouvernements liés au Parti socialiste ouvrier espagnol, el PSOE, tombe sa carette pour finalement exprimer une position que c'est une trahison vis-à-vis la cause de la autodétermination sahraoui. Deuxièmement, c'est la même position qui vient de prendre Sánchez, qui a été prise de façon unilatérale et illégale aussi par Trump en décembre 2020, quand il a reconnu la soi-disant autonomie ou souveraineté, non, du Sahara occidental qui appartiennent au peuple sahraoui. Donc, vraiment, et aussi avec cette position, le gouvernement espagnol, non, nie les droits internationaux, bien évidemment, le droit consacré par les Nations Unies pour la décolonisation du Sahara occidental et l'indépendance du peuple sahraoui, mais renonce aussi à son rôle d'ex-puissance colonialiste dans le processus de décolonisation tel qu'il a été établi par les Nations Unies. Mais ce qui est plus grave, si vous me permettez, oui, dans le contexte actuel, c'est qu'avec la lettre au roi marocain de Pedro Sánchez Castejón, qu'on a vu qui n'est même pas partagée par tous les membres de son gouvernement, notamment les gens de Unidas Podemos, non? Mais avec cette lettre, l'Espagne, le gouvernement espagnol, prend parti pour l'occupant illégal du territoire du Sahara occidental, prend parti aussi dans la guerre qui se mène aujourd'hui au Sahara occidental, prend parti pour le Maroc, non? Et alors que sa position est à l'origine d'être neutre. Et c'est une position très hypocrite, de double poids et de double mesure, parce que d'une part, par exemple, l'Espagne qui fait partie de l'OTAN et de l'Union et de l'Union européenne, non, condamne, par exemple, l'action militaire de la Russie en Ukraine, mais maintenant appuie l'action militaire illégale d'occupation du territoire qui appartient aux Sahraouis avec cette lettre, avec cette position. Et dans ce contexte de la guerre actuelle, il s'essaye aussi de cacher, pas seulement au niveau à son propre peuple, au peuple espagnol, c'est plus grave, de toute façon, une mesure politique comme ce qu'ils ont prise. Mais finalement, ça ne va pas changer le droit international, les droits à la décolonisation complète du territoire et les droits qui ont les Sahraouis et la République arabe sahraoui démocratique de contrôler la souveraineté dans l'ensemble de son territoire. J'en suis sûr, et je pense que le peuple espagnol, il ne va pas accompagner
soutenir la position de trahison qui a été prise par le monsieur Sanchez Castejon. Oui. Alors, selon Barnabé Lopez, c'est un professeur d'études espagnoles, arabes et islamiques à l'Université autonome de Madrid. Ce geste espagnol sur le Sahara, en particulier pour but d'obtenir de Rabat une gestion du flux migratoire, comme vous le disiez donc, Monsieur Saïd Ariachi, afin qu'il y ait plus de contrôle et non cette absence intentionnée de contrôle de la part du Maroc. Monsieur Saïd Ariachi, est-ce qu'aujourd'hui l'Espagne aurait bradé carrément la cause sahraoui en contrepartie d'assurance de la part du Maroc pour freiner ce flux migratoire? Est-ce que ce flux migratoire est tellement inquiétant pour elle, pour laisser tomber carrément une cause qui est donc liée avec le droit international? En tout cas, on veut nous le faire croire que le chantage à l'immigration clandestine pratiqué honteusement par le Maroc à l'égard de l'Espagne aurait ce résultat. Ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas mettre dans la balance l'avenir d'un peuple, le destin d'un peuple, dont on est responsable. Parce que c'est un point très important. L'Espagne a une responsabilité historique dans le drame que vit le peuple sahraoui. Et d'ailleurs, je n'en veux pour preuve que juridiquement, l'Espagne est toujours la puissance administrante du Sahara occidental. Absolument, oui, oui. C'est un territoire autonome. Donc l'Espagne ne peut pas échapper à cette responsabilité. Elle l'a violée déjà en novembre 1975, nous l'avons dit, par les accords de Madrid. Elle vient de violer cette responsabilité une seconde fois en prenant cette position tout à fait unique. Et par conséquent, ce chantage à l'immigration clandestine ne peut pas être mis en balance avec l'avenir du peuple sahraoui. Oui. Et donc, c'est au gouvernement espagnol de faire face à cette menace, si tant est qu'elle existe, de l'immigration clandestine, et d'assurer sa responsabilité, d'abord en tant que membre de la communauté internationale, qui, dans son écrasante majorité, soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, et d'autre part, en tant qu'ex-colonisateur du Sahara occidental, en assumant ses responsabilités. C'est aussi une responsabilité, d'autant plus que sur ce point, 85% de la société civile espagnole, 3/4 de la classe politique espagnole sont pour le droit international. Et jusqu'à maintenant, l'Espagne avait une position tout à fait acceptable. Elle ne répond pas totalement à celle qu'on devait attendre de l'Espagne, c'est-à-dire décoloniser le territoire, mais approuver l'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui est déjà une position honorable pour l'Espagne. Alors, vous pensez, M. Ariachi, aujourd'hui, que le Maroc a ce pouvoir qu'on lui prête de pouvoir faire un chantage à l'Espagne, aux autorités espagnoles, pour leur faire changer d'avis à ce point? C'est-à-dire, c'est un revirement quand même assez grave, C'est un revirement très important. On pourra tout à l'heure parler des conséquences déjà prévisibles dans un avenir très proche. Mais vous avez raison de souligner ce point parce que on veut nous faire avaler que, à cause de l'immigration clandestine, l'Espagne a cédé à ces pressions du régime marocain. En fait, c'est les lobbies économiques espagnols qui font pression sur le gouvernement espagnol. C'est des interférences extérieures aussi. N'oublions pas la normalisation avec Israël, n'oublions pas le parrainage depuis maintenant 40 ans de la France sur les gouvernements espagnols et peut-être d'autres partis, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a un ensemble de facteurs qui a fait que le gouvernement espagnol se croit être en capacité, en situation de prendre une telle décision qui est très préjudiciable pour l'Espagne d'abord, mais aussi pour toutes ces relations dont on peut parler tout à l'heure. Oui, parce que carrément, ici, par cette position, l'Espagne est sortie de sa neutralité. C'est-à-dire que c'est une position et puis, elle s'est mise, Madame Leïla, elle s'est mise au banc de la société internationale, en ce sens qu'elle ne respecte plus le droit international. L'Espagne est un pays qui a un passé honorable, qui a une trajectoire historique tout à fait acceptable, et donc aujourd'hui, elle ne respecte plus le droit international. Le droit international, c'est quand même la base des relations internationales. Et par conséquent, si l'Espagne ne respecte pas le droit international, cela veut dire que ça devient un pays qui est déclassé par rapport à son véritable statut. Et aujourd'hui, vous me permettrez d'ajouter ceci, aujourd'hui, l'Espagne a complètement hypothéqué ses relations
tant sur le plan économique, et je veux parler de notre pays. D'abord, il y a à peine quelques jours, on magnifiait les relations de partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Espagne. Non pas que l'Algérie veut s'ingérer dans les positions souveraines de l'Espagne, mais tout simplement parce que, en prenant cette décision, l'Espagne fait conforter le régime marocain dans la situation de fait accompli et de colonisation du tout. Or, c'est un conflit qui se déroule à nos frontières. Aujourd'hui, c'est un conflit armé qui se déroule à nos frontières et la position d'Espagne vient menacer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, ce qui n'arrange pas notre pays. Absolument, d'autant plus que la position algérienne a toujours été de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres, mais pas quand il s'agit de sa sécurité. Au fait, comment expliquer ce rapprochement entre le Maroc et l'Espagne, Monsieur Da Silva, d'autant plus qu'il n'y a pas tellement longtemps de cela, et les deux pays étaient en brouille, surtout donc après, je dirais, l'hospitalisation du président sahraoui pour raison de Covid. Est-ce que la normalisation ne serait pas un des facteurs qui a causé ce rapprochement? Normalisation avec Israël, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est un des facteurs. Bon, je partage ce qui vient d'être dit et évoqué par mon ami et camarade Ayachi Saïd, d'abord. Mais c'est pas nouvelle. Moi, il faut considérer ceci. C'est pas malheureusement sur le plan des gouvernements au niveau politique la subordination finalement de la politique des gouvernements espagnols au chantage du Maroc. C'est pas nouvelle, hein? Mais ce qui est nouvel, tout à fait nouveau, c'est que ils sont explicités finalement leur abandon de sa position formelle de neutralité et de respect au droit international par rapport au Sahara occidental. Parce que malheureusement, il faut se souvenir, il faut se rappeler, non, que quand Felipe González, il était Premier ministre aussi del PSOE, non, il a trahi aussi avec sa politique, ses engagements même sur d'appuyer les droits à la autodétermination du peuple sahraoui. Après, le gouvernement de Rodríguez Zapatero, aussi del PSOE, non, du même parti de M. Sánchez Castejón, a fait pareil. Parce qu'ils sont même, par exemple, tous les deux ex-ministres, non, des grands lobbyistes au service des intérêts des grandes corporations économiques internationales qui s'accachent et qui font le pillage, par exemple, espagnol du Sahara occidental en alliance avec le Maroc, mais aussi ils sont des lobbyistes payés ou qui sont des intérêts payés par le royaume. Comme par exemple Felipe González, qui est un grand lobbyiste en l'Amérique latine au service du roi du Maroc. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il faut faire la distinction. D'une part, c'est les gouvernements social-démocrates et les différents gouvernements espagnols qui ont eu une position de subordination, pas seulement au Maroc, aux intérêts et à la logique dominante de la France dans la région, à la politique de la France et ses intérêts néocolonialistes, d'une part, mais il faut distinguer le peuple espagnol qui est dans tous les territoires, dans la plupart du territoire espagnol, sont très solidaires, ces associations, ces organisations, avec la cause du peuple sahraoui. Mais c'est vrai que nous sommes dans un moment différent du fait que finalement l'Espagne, en tant que gouvernement, a changé de cap, a formalisé la trahison auprès des peuples sahraouis et contre les droits internationaux et a abandonné sa responsabilité comme ex-puissance coloniale dans la décolonisation de Sahara occidental. Oui.
Très bien. Merci, Monsieur Silva. L'Algérie, donc, juste après cette décision, d'ailleurs assez surprenante, l'Algérie donc a réagi immédiatement hier en rappelant son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat. Monsieur Saïd Ayachi, aujourd'hui, c'est une forme de protestation. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de montrer son mécontentement à cette prise de décision. Alors, comment ou quelle lecture peut-on faire de ce qui s'est passé hier, d'autant plus que beaucoup d'observateurs avertis dans le domaine économique disent que l'Espagne a fait ce genre de déclaration ou a pris ce genre de position, c'est un peu quelque part pour actionner le levier énergétique, d'autant plus que nous savons que nous avons entre l'Algérie et l'Espagne donc l'histoire du gazoduc qui passe par le Maroc. Pour que l'Algérie, une fois qu'elle viendrait peut-être à penser à renouveler le contrat, ne ferait pas donc de changement dans les prix ou peut-être ne reverrait pas certaines clauses du contrat. Qu'en pensez-vous? Alors, laissez-moi vous dire d'abord que notre pays est totalement en droit de rappeler son ambassadeur pour demander à l'Espagne des éclaircissements, des arguments s'ils sont recevables pour ce changement de position. Parce que les relations entre l'Espagne et l'Algérie ont été bâties aussi sur la paix, la sécurité dans la région. Je rappelle qu'il y a à peine moins d'une année, des généraux espagnols, le Collège de défense royal espagnol, a publié une étude qui s'étend de l'armement du Maroc qui pourrait menacer l'Espagne. Et donc, entre l'Algérie et l'Espagne, il y avait donc des points de convergence sur la sécurité, la paix, la stabilité qu'il fallait assurer à toute la région, l'Espagne comprise. Et donc aujourd'hui, cette décision de l'Espagne qui vient porter atteinte justement à tous ces paramètres, l'Algérie est en droit de demander des éclaircissements. Ça d'une part. D'autre part, le partenariat stratégique dont les Espagnols se félicitaient il y a quelques jours à peine. Absolument. Ils disaient que mais l'Algérie est un pays fiable, et etc. Surtout lorsqu'on considère ce qui se passe en Europe centrale, avec l'Ukraine et le gaz russe qui risque de ne pas arriver en Europe. Et par conséquent, l'Espagne se trouve bien lotie par rapport aux autres pays européens, puisqu'elle a la sécurité gazière de la part de l'Algérie. Un partenaire de taille. Bien sûr. Et puis tout d'un coup, c'est aux antipodes de cette position que l'Espagne prend dans le dossier du Sahara occidental, sans d'ailleurs avoir prévenu qui que ce soit, et de toute façon, même en prévenant, ce n'est pas recevable, parce que tout ce que demande l'Algérie, c'est une position conforme au droit international. Absolument. C'est notre position qui est partagée par beaucoup de pays. Quant au levier que pourrait agiter l'Espagne, j'allais dire en direction d'Algérie, pour essayer de l'amener à composition sur la fourniture du gaz, je n'y crois pas pour une simple raison, parce que le gouvernement espagnol n'est pas de taille à pouvoir mener de telles opérations qui le dépassent de très loin. C'est un gouvernement de briques et de broc qui d'ailleurs a cédé aux premières pressions venues et qui d'ailleurs dans cette lettre, selon mon ami le professeur Carlos Ruiz Miguel espagnol, serait une lettre qu'il avait demandé à tenir secrète. Ce sont les Marocains qui l'ont publiée pour encore mieux impliquer et engager le gouvernement espagnol dans sa position et pouvoir aussi s'en vanter et s'en glorifier sur la scène internationale médiatique. D'avoir du pouvoir sur les pays dont ils sont partenaires. Donc je fais un petit rappel quand même, l'Algérie a fourni en 2021 plus de 40% du gaz naturel, qui est donc importé par l'Espagne, dont l'essentiel lui parvient à travers le gazoduc sous-marin que tout le monde connaît, Medgaz, d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne, Monsieur Silva, Esteban Silva, est-ce que aujourd'hui l'Espagne pourrait jouer la carte du gaz et mettre en danger et en péril ses intérêts économiques en contrepartie seulement d'une reconnaissance d'une souveraineté sur le Maroc ou d'un plan d'autonomie proposé par le Maroc? Bon, vous savez, d'abord, c'est important souligner que la position de l'Algérie, c'est une position souveraine, non? D'appeler son ambassadeur pour établir les contextes et les explications, les informations
entrer sur cette décision qui a été prise par le gouvernement d'Espagne. Et c'est une décision souveraine, d'abord, mais qui a des implications, bien évidemment. Oui, absolument. La position espagnole de l'Espagne par rapport à sa relation avec pas seulement les sujets de la Saharaui, la cause saharaoui, sinon aussi dans la région, et pas seulement avec Maroc, sinon aussi avec l'Algérie, à propos de le gaz, les rapports et les relations économiques et énergétiques des coopérations qu'ils sont. Et c'est vrai que je ne sais pas si les autorités espagnoles ils sont bien mesurées l'ampleur, les effets qui va avoir une telle décision par rapport à qui est stratégique, hein, parce que c'est vrai que le fait d'abandonner la position de respect du droit international, de respect à la autodétermination et la décolonisation du Sahara occidental, qui est en plus un territoire et un pays qui est un pays voisin de l'Algérie, et que l'Algérie a défendu toujours les droits du peuple à la décolonisation et leur droit à la autodétermination comme une politique générale qui a fondé son État, non? Aujourd'hui, cette année, l'Algérie va commémorer 60 ans de son indépendance, et c'est vrai que le respect au droit international et à la autodétermination du peuple, c'est une politique qui fonde les relations internationales de l'Algérie. Mais c'est pour ça que c'est très complexe la décision qui a été prise par l'Espagne, par le gouvernement espagnol, parce que va changer des données et des rapports avec tous ses voisins, pas seulement avec tous ses partenaires, pas seulement avec le Maroc, non, qui a bien finalement fait un chantage sur l'Espagne et qui va compter bien sûr sur les rapports d'avenir des échanges et notamment bien évidemment sur la coopération et les échanges énergétiques. Oui. Alors, on passe donc aux réactions du pays concerné, c'est-à-dire le Sahara occidental, la race, le Front Polisario également. Mais avant, je veux juste rappeler, pour qui veut l'entendre, que l'ex-colonie espagnole, qui est donc le Sahara occidental, est considéré comme un territoire non autonome par l'ONU, qui donc oppose les deux pays que sont donc depuis des décennies le Maroc et le Front Polisario. Alors, la réaction du Front Polisario, Monsieur Ayachi, qui a dénoncé hier le changement de position de Madrid, exprimant beaucoup d'étonnement face à une position espagnole qui, je le cite, contredit absolument la légitimité internationale. C'est une grave erreur. Et c'est une grave erreur, monsieur Ayachi. Tout à fait. Laissez-moi préciser un ou deux points. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde, je dis bien aucun, qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ni l'UA, ni les instances internationales. Absolument aucun, même le décret de Trump, j'allais dire... on y reviendra dans un instant avec cette histoire de on y revient. Le deuxième point, c'est que dans toutes les cartes, à quelques exceptions près, dans toutes les cartes du monde, la frontière du Maroc s'arrête à ce qui est admis internationalement, c'est-à-dire du côté de la Mouloya ou Noun. Le Sahara occidental, ils l'ont compris. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que plusieurs juridictions internationales, la Cour de justice internationale de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, l'ONU, etc., ont déclaré publiquement et à plusieurs reprises que ce sont deux territoires distincts. Le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Et donc, de ce côté-là, les choses sont bien entendues. Pour ce qui est maintenant du Maroc avec ces manœuvres dilatoires qu'il développe à longueur d'année et ces mensonges récurrents à l'endroit de notre pays. Bien entendu, la position que l'Espagne a prise aujourd'hui est une position qui le conforte dans la politique du fait accompli. Et c'est là toute l'erreur de l'Espagne. C'est là toute l'erreur de l'Espagne parce que ça dynamite le droit international qui est la base de résolution du conflit du Sahara occidental. C'est le droit international qui accorde
l'autodétermination au peuple sahraoui. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est la résolution 1514 qui reconnaît au peuple colonisé de choisir librement leur destin à travers un référendum d'autodétermination. Et par conséquent, aujourd'hui, nous sommes, l'Algérie est en droit de demander des éclaircissements à propos d'un conflit, d'une position sur un conflit qui la concerne puisqu'il est à nos frontières. Il y a à peine quelques jours, l'Espagne félicitait l'Algérie d'être un pays fiable. Est-ce qu'on peut dire le contraire aujourd'hui, nous? Est-ce que l'Algérie peut dire que l'Espagne est un pays fiable? Un pays fiable, absolument. C'est une question qui peut se poser à juste titre. Oui, oui. Alors, le Maroc propose un plan donc d'autonomie, et ça s'est proposé en 2007 pour un petit peu casser ce référendum d'autodétermination, mais il exploite également près de 80% de ce territoire qui est en litige aujourd'hui, c'est-à-dire le Sahara occidental. Son sous-sol, on le sait, il est très riche, ses eaux sont très très riches aussi, très poissonneuses, et le Front Polisario a réclamé ce référendum pour justement mettre un petit peu le là. Cependant, en dépit du fait que le dossier est toujours auprès de l'Union européenne, mais certains pays continuent quand même de commercer et d'avoir des accords de pêche avec le Maroc en dépit de la légalité du droit international. Ils font ce commerce en toute illégalité. Lorsqu'on sait que le 29 septembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé déjà son jugement de décembre 2016 et qui déclare illégal l'accord d'association, l'accord, en tout cas les accords économiques entre le Maroc et l'Union européenne, c'est-à-dire que ce que commercialise le Maroc de produits venant du Sahara occidental, aussi bien d'ailleurs que les eaux poissonneuses dont vous parlez, est tout à fait contraire à la légalité internationale et par conséquent, la Cour de justice de l'Union européenne somme l'Union européenne de se conformer à la légalité internationale et de consulter le peuple sahraoui pour savoir s'il admet de telles pratiques commerciales ou pas. Oui. C'est-à-dire, en tout cas, qu'ils doivent lui revenir. Et donc, de ce côté-là, les choses sont très claires, sauf que, évidemment, les choses étant ce qu'elles sont dans la réalité, le Maroc occupant le Sahara occidental, certains pays, il serait gênant peut-être d'en citer les noms, mais commercialisent, en tout cas, achètent des marchandises, font des affaires avec le Maroc sur les produits agricoles et sur les produits miniers du Sahara occidental. Ce pillage, c'est un pillage des ressources naturelles occidentales, sont d'ailleurs documentés et très suivis par l'Observatoire des ressources naturelles du Sahara occidental. Voilà, ce qui va nous amener quand même tout directement ou sans transition vers cette décision du Congrès américain qui est carrément à l'inverse de la position espagnole, hélas, pour les Espagnols, pas pour le Congrès, puisque le Congrès américain vient de rejeter la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il s'agit du président du Congrès et du sénateur américain, donc Patrick Leahy, qui a dit qu'aujourd'hui, le Maroc ne possède aucune souveraineté. Alors, le fait de dire quand même souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, au fait, ce sont deux entités complètement différentes. À la base, il n'y a pas de souveraineté. Alors, vous avez raison de souligner ce point, les juristes l'ont assez souligné d'ailleurs. On parle d'autonomie et on nous répète cette option qui serait réaliste, etc. Vous savez qu'un pays ne peut pas donner l'autonomie à un autre pays qui ne lui appartient pas. Oui, il donne l'autonomie à une province qui est comprise dans son aire géographique, dans les limites frontalières de ce pays-là. Mais le Maroc ne peut pas donner l'autonomie à un pays qui ne lui appartient pas. De quel droit donnerait-il cette autonomie? Donc, le concept même, la proposition même d'autonomie que propose le Maroc n'est pas du tout conforme à la réalité juridique et géographique du dossier du Sahara occidental. Quant à l'établissement américain, effectivement, Trump donc a passé ce contrat, cette contrat scélérat entre le Maroc et Israël, qu'il a parrainé par une reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cela a été dénoncé aussi bien par le personnel politique américain que par le Congrès américain lui-même, où il y a un groupe de sénateurs qui réclament au président Biden d'annuler cette décision, et d'autres personnalités comme James Baker, Christopher Ross aussi. Et de toute façon, l'administration Biden a contourné, sans l'annuler, a contourné la décision de Trump, puisqu'elle a elle-même
insisté Voulu mettre reçu l'accent. le redémarrage du processus politique en nommant un envoyé personnel. Stéphane Et de donc Mistura. maintenant, l'ONU s'est Oui. saisie du problème. Très bien. Très bien, Monsieur Ayachi. Juste pour donner un petit peu la parole à notre invité Esteban Silva. Esteban Silva, vous êtes là toujours avec nous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette décision du Congrès tranche et, si vous voulez, laisse tomber un petit peu le rideau sur le flou qui a été entretenu entre la décision de Trump jusqu'à la décision hier du Congrès, un flou qui a été entretenu par le Maroc, il faut le dire, même lorsque Stéphane de Mistura était venu en tournée dans la région. Oui, bien sûr. Mais il faut rappeler une chose. Finalement, la souveraineté, la conquête de la autodétermination et la souveraineté des Sahraouis sur le Sahara occidental, ça va être lié à sa lutte, à la lutte du peuple sahraoui accompagnée par la solidarité internationale. Mm-hmm. Tout ça pour dire que à aucun pays, finalement, sauf bien évidemment Maroc et j'imagine Israël, non, sont alliés de très près maintenant, non, reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Même pas les États-Unis, parce que les Twitter, et vous savez, c'est incroyable, le 10 décembre, c'était l'ex-président Trump qui a reconnu la soi-disant souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En contrepartie de la normalisation, il faut le dire, Monsieur Silva. C'était un échange, vous savez bien, c'était en échange de leur politique de normalisation, de pousser la normalisation qui déjà était en bas la table entre Maroc et Israël, pour une entre guillemets normalisation avec son allié. Même pas la souveraineté du Sahara occidental est reconnue, même pas par les grands alliés du Maroc, qui est la France, le gouvernement de la France, qui a des intérêts, vous savez bien, néocolonialistes et des intérêts économiques en Afrique. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est un élément très important. Et la décision, les propos qui sont tenus, ils ont été tenus par les présidents du Sénat nord-américain, montrent que c'est pas fait finalement que la politique des États-Unis, même s'il a gardé silence dans les deux sens, la nouvelle administration du président Biden, mais qui n'a pas finalement formalisé et appuyé les Twitter de M. Trump. Malheureusement, je finis avec cela. Malheureusement, la lettre de M. Sánchez Castellón, c'est un équivalent, à mon avis, au Twitter de M. Trump. Et ça, c'est très, très, très contradictoire, mais ça montre finalement sa subordination, pas aux États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas, eux, les gouvernements nord-américains qui poussent cette logique maintenant, officiellement, il ne le fait pas, mais ça montre que le gouvernement de Pedro Sánchez s'est laissé finalement chantager, à tomber sur les chantages complets du Maroc et de ses alliés, moi je vais ajouter ça, qui ont des intérêts géoéconomiques et géopolitiques, comme la France, qui est un protecteur, entre guillemets, du Maroc et de la monarchie marocaine. Oui, merci Monsieur Esteban Silva donc pour cet éclairage. Monsieur Ayachi Saïd, il ne nous reste plus beaucoup de temps, à peine même pas moins d'une minute, donc je vous laisse conclure, mais vraiment très brièvement. D'autant plus que j'allais dire que James Baker, qui était l'ancien émissaire donc du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, avait à l'époque déploré une telle décision de la part de Trump. Oui, laissez-moi vous dire d'abord que cette décision du gouvernement espagnol, d'abord vis-à-vis des Sahraouis, elle est sûrement pas la bienvenue, mais elle ne changera pas grand-chose au dossier, parce que
les Sahraouis sont déterminés et continueront leur combat. Maintenant, c'est clair que les cartes sont rebattues dans les relations entre l'Algérie et l'Espagne parce que l'Espagne ne devient plus un pays fiable pour notre pays et notre pays a le droit de revoir les données de ce partenariat stratégique. Et enfin, dernier point, cette décision du gouvernement espagnol va probablement déclencher des remous sociopolitiques à l'intérieur même de l'Espagne et précisément, c'est peut-être le prix à payer pour cette énième forfaiture du gouvernement espagnol, formé de socialistes encore une fois. Oui, merci pour la précision. Monsieur Saïd Ariachi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous, monsieur Esteban Silva, président de l'association chilienne de solidarité avec le Sahara occidental. Merci, messieurs, d'avoir été ce soir avec nous et d'avoir animé notre débat. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs.